Bonjour, je suis ravi de vous présenter ce webinaire qui a pour objectif de parler de la structure de coûts et des impacts sur la négociation tarifaire. Je me présente, je m'appelle Christophe Moniac, je représente la société CPTL, Cap Performance Transport et Logistique, qui a pour vocation d'accompagner les transporteurs dans la gestion de leur performance. Alors, quand on parle de performance, on parle d'organisation, de pilotage d'activité, d'action commerciale, de rentabilité, du management du risque et également de la transformation digitale. Donc, comment ça se passe avec CPTL? Donc, on intervient dans le cadre de diagnostic auprès des entreprises. On établit des rapports de force et de faiblesse avec pour objectif soit de proposer ou d'accompagner des accompagnements pragmatiques qui ont pour objectif de remettre en place cette performance. Donc, effectivement, comment ça va se passer aujourd'hui? Donc, coût, structure de coût de transport et négociation tarifaire. Ce que je vous propose, le plan que je vous propose, qui est retenu, c'est la structure de coût. Donc, on va y mettre en évidence cette fameuse structure de coût hein, sur la base des indicateurs CNR. On parlera de négociation, de comment structurer sa négociation. Et l'idée, c'est de vous présenter des schémas de préparation qui ont pour objectif de faire du moindre effort du résultat. Pourquoi parler de préparation et de négociation? On est sur une fenêtre de tir qui n'est pas notre avantage sur ce début d'année 2024, avec une année de 2023 où on a constaté des activités, on va dire, en baisse. Et quand les activités sont en baisse, la notion d'offre et de demande, le marché, ne favorise pas toujours cette négociation. Donc l'idée, c'est de pouvoir trouver des solutions par rapport à ça. Alors, premier point, premiers éléments, la structure de coût. Donc, je vous présente un camion dans lequel je garde sur la partie remorque 5 structures de coût. Bien évidemment, je ne parlerai pas de la structure de coût gasoil, je l'extrais, partant du principe que le gasoil est facturé en pied de facture. Hein. L'indexation gasoil est gérée par le décret d'application de janvier 2006. Et aujourd'hui, je pense que globalement, l'ensemble de la profession applique ce pied de facture. Donc, il nous reste à mettre en évidence 5 structures de coûts. Donc, les frais de personnel et les charges qui y sont associées, le matériel et la maintenance, donc les coûts de détention, l'infrastructure, la structure et l'immobilier. Ce que je vous présente là, c'est une structure, on va dire, avec une répartition moyenne qui reprend tout type d'activité. Donc, ça sera à réajuster en fonction de votre activité. Voilà. Donc, l'idée, c'est de mettre en évidence par structure de coût, on commence par les frais de personnel, qu'est-ce qui s'est passé et quels sont, entre guillemets, les arguments qui vont nous permettre de pouvoir donner du sens à notre volonté de réactualiser nos bases tarifaires. Donc, il y a plusieurs événements. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de tous ces événements parce que vous les connaissez déjà hein, sur la structure CNR, mais je les mets en évidence parce que vous pourrez l'utiliser d'une manière très précise. Donc, effectivement, bah, l'évolution des minima conventionnels avec un réajustement, et je prenais l'exemple sur le mois de septembre 2023, j'avais regardé à l'époque le SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance. Pourquoi croissance? Parce que indexé sur l'inflation, hein, il faut savoir que sur tous les 2 points d'inflation, le SMIC évolue. Il y a eu 4 évolutions en 2022 et 3 en 2023. Et là, on arrive en 2024 avec une inflation qui continue d'évoluer, même si elle n'est pas sur le même rythme que celle qu'on a pu constater en 2021. Mais c'est un impact direct. Donc, pour exemple, hein, en septembre 2023, le taux horaire identifié sur le SMIC était de 11,75 euros et on pouvait le comparer avec les minima conventionnels sur un COEF 138M avec 2 ans d'ancienneté pour un conducteur. Et ben ce minima conventionnel, cette grille donnait un taux horaire inférieur à celui du SMIC. Donc bien évidemment, négociation, hein, donc les minima conventionnels ont été réajustés au 1er décembre 2023 avec des NAO
une application de 5,4% au 1er décembre, avec des impacts sur les charges sociales, sur la loi Fillon. Bon, tout ça, vous connaissez bien, je ne rentre pas dans ce détail. Bien évidemment, il y a d'autres événements qui intègrent cet impact sur les frais de personnel. Il y a la notion de bonus-malus sur les fins de contrat concernant l'assurance chômage. Et on est sur des taux de séparation qui impactent fortement, on va dire, ces charges sociales. On se sépare, malheureusement, on a un turnover important dans notre métier de fin de contrat CDI, CDD et intérim, ce qui impacte effectivement une majoration de nos charges sociales sur l'assurance chômage. Bien évidemment, d'autres événements qui font qu'à un moment donné, on essaie de garder nos conducteurs en essayant de les payer plus que les minima conventionnels pour une raison très simple, c'est on constate une pénurie de conducteurs depuis quelques années. On estime en France plus de 80 000 conducteurs et sur le périmètre européen à peu près 500 000 conducteurs qu'il nous faudrait pour pouvoir mener à bien nos engagements en qualité auprès de nos clients et de faire fonctionner nos moyens. Et dernier élément, c'est la pyramide des âges qui n'est pas notre avantage dans notre profession. Donc l'idée, c'est de regarder cette structure du coût sur les frais de personnel et voir l'impact qu'il y a sur ce fameux camion présenté tout à l'heure. Deuxième poste, matériel et maintenance, bah là pareil, mise aux normes de nos moyens, Euro 6, avec une évolution sur le parc roulant, avec un souhait du gouvernement de faire évoluer le GNV. Aujourd'hui, c'est 3% du parc roulant. L'idée, c'est d'atteindre d'ici quelques années, en 2030, 10% du parc roulant. Ça veut dire des investissements. On constate depuis 2 ans, déjà 3 ans maintenant, le prix moyen des tracteurs qui continue d'évoluer, plus 13 en 2023. Et pas que ça, il y a aussi un impact sur les taux d'intérêt qui ont provoqué une hausse des loyers financiers. Et on peut constater, quand on achète un camion, ça peut coûter entre 30 et 40% de plus sur le constat 2023. En parallèle de ça, un parc de véhicules d'occasion qui n'est pas dynamique, même si ça a tendance à s'améliorer. Pourquoi? Parce que la volumétrie baisse, donc les transporteurs commencent à revendre une partie du parc. Donc on commence à retrouver des véhicules d'occasion, mais ça a été compliqué sur 2021 et 2022. Les pneumatiques qui impactent directement l'entretien, plus 12 en 2022 et plus 7 en 2023. Et puis les coûts d'entretien qui continuent d'évoluer. On avait constaté 6,8 en 22 et 4,4% en 2023. Voilà. Donc c'est ce poste-là, pareil, dans la structure de coût, on va faire un petit calcul après. Attention, ce que je vais vous indiquer, ce sont des taux qui sont, on va dire, indicatifs. Et charge à vous de faire les calculs dans vos organisations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Troisième poste, l'infrastructure. On parle de quoi? On parle des frais de péage, des taxes et l'essieu. Alors, taxes et l'essieu, on va aller vite parce que même si le calcul avait été un petit peu modifié sur les moyens à déclarer, ça n'a pas changé en 2023. Et par contre, tous les ans, au 1er février, on constate des évolutions du coût des péages. Et que cette année, c'est 2,8% au 1er février en moyenne. Et on peut constater globalement, c'est un calcul que je me suis amusé à faire, vous prenez l'inflation du panier moyen de la ménagère, vous prenez à peu près 70% de l'inflation et vous allez retrouver par anticipation l'évolution du coût des péages. La structure, donc la structure, c'est quoi? C'est toute l'organisation qui permet de faire fonctionner cette organisation de transporteurs, cette entreprise. Là, on parle des équipes d'exploitants, euh, des, euh, des structures de coûts, contrôle de gestion, la direction, les maîtrises, mais pas que. Donc là, il y a aussi une évolution sur les salaires. Mais je voudrais focuser sur 3 postes, l'énergie, les engagements QSE, le RSE, souhaité également par la démarche euh, gouvernementale, et c'est très juste. Nos clients aussi nous amènent à voir cette démarche. On commence à nous demander de décarboner certaines tractions primaires, par exemple, et que ça ne se fera pas sans investissement. L'informatique, qui a fortement impacté l'évolution de notre métier, on commence à se digitaliser, et c'est une très très bonne nouvelle. On a des exploitations qui sont capables de remonter par géolocalisation du tracking de nos moyens, donc des palettes et colis transportés pour nos clients. Donc il y a effectivement une visibilité. Les PDA, c'est ces outils qui nous permettent de faire des scannages en entrée-sortie, en passage à quai pour suivre, tracer un colis.
Et puis d'autres choses, hein, l'AI, CMR. Donc le métier se digitalise. Et un point important, je finirai là-dessus sur la structure, concerne les assurances. On est un métier qui est considéré à forte sinistralité pour plein de raisons, à la fois sur le matériel et sur la marchandise, mais il impacte sur le fait qu'on soit, par manque de conducteurs, on fait appel régulièrement à des solutions intérimaires et on constate aussi qu'on a une évolution de la sinistralité sur l'utilisation de nos moyens. Quand même savoir, c'est que les primes d'assurance, je ne l'ai pas mis là, mais on constate un taux d'augmentation entre 2023 et 2024 de près de 11% en moyenne, hein. J'ai pu entendre des taux plus importants ponctuellement et voire même des compagnies d'assurance qui ont décidé de ne plus couvrir certains transporteurs. Et donc, ça peut poser problème. Et enfin, le dernier poste que je mets en évidence, qui est un indicateur moyen, hein, loyer des bâtiments industriels dans notre profession. Ce taux là de 6,3% sur un an, c'est un taux moyen parce qu'il existe un taux par département et qu'il y a des évolutions, des écarts types importants, département par département. Donc, quand on résume tout ce que je viens de vous dire sur la structure de coût, hors gasoil, ben, on peut s'amuser à calculer par poste de coût l'impact. Et ça, c'est pareil, c'est à réajuster en fonction de vos organisations. Et si je prends l'exemple des frais de personnel, l'exemple d'impact de 8% sur ce qu'on s'est dit sur ce poste-là, ben, vous prenez 8% de 51, on peut se faire ce calcul-là. Ça peut impacter effectivement sur la structure de coût de 4% le tarif. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et quand on additionne ces cinq structures de coûts avec l'impact que je viens de vous mettre en évidence, ben, on arrive à calculer un taux nécessaire qui va nous permettre de réajuster nos grilles tarifaires, notre politique commerciale tarifaire par rapport à l'évolution de nos coûts. Alors, ce camion a une utilité pédagogique en fait compte dans la négociation. C'est quand on arrive à justifier et que le client est d'accord sur deux postes, par exemple, frais de personnel et maintenance, il est d'accord avec nous, il confirme, on a c'est cohérent pour lui. Et donc, on a tendance à penser qu'il va être d'accord sur l'impact de plus 4 et plus 3, hein, comme on le met en évidence. Et si le client nous dit, bah, dans ce cas-là, OK, OK pour 2%. En fin de compte, on ne s'est pas compris. Et ce camion permet de mettre en évidence, on peut même le montrer hein, chez nos clients, que bah non, 2%, vous êtes d'accord, mais non, vous n'êtes pas d'accord. Quand on parle de frais de personnel et de matériel et maintenance, l'impact, il est de plus 4 et plus 3, c'est-à-dire plus 7 sur mon souhait de revalorisation. Voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir maintenant essayer de défendre cette revalorisation. Et je vous propose de rentrer sur la thématique 2, c'est les fondamentaux de la négociation. Et on part du principe que pour négocier, il y a un premier point de repère important, c'est on essaie d'avoir le muscle, cette capacité à pouvoir se mettre en intérêt opposé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se mettre en intérêt opposé? C'est qu'entre ce que le client souhaite, c'est-à-dire faire baisser un tarif, et ce qu'on souhaite de le revaloriser, bah, il y a un intérêt qui nous oppose. On n'a pas le même intérêt. Et ça, l'idée, c'est de pouvoir démarrer le processus de négociation par ce muscle d'avoir une capacité de pouvoir s'opposer à cette volonté de ne pas vouloir augmenter. Donc ça, c'est le premier point. Alors, on a plus ou moins cette capacité à pouvoir le faire en fonction d'une certaine situation. Et on verra ça après. Une fois qu'on s'est opposé, bien évidemment, bah, nous, on est là pour trouver un accord parce que bah, on a aussi envie de continuer, de pérenniser la relation commerciale. Donc, il y a aussi cette capacité à pouvoir montrer notre motivation à trouver un accord et également de constater, de jauger, d'évaluer que notre client a cette même volonté. Et bien évidemment, si on se montre trop motivé à trouver un accord, bah, qu'est-ce qui se passe? On va prendre un accord sur la demande du client initial, c'est-à-dire de faire baisser les tarifs. Donc on va y ajouter un troisième point de repère qui s'appelle la résistance, que j'ai mis en évidence sur ce document. Et on part du principe que l'absence de résistance de l'une des parties entraîne systématiquement le niveau d'exigence de l'autre. Donc l'idée, c'est qu'on travaille cette résistance. Donc pour travailler cette résistance, on va modéliser, il y a plusieurs points de repère. Le premier, c'est ce que j'appelle le bornage. Il faut qu'on puisse définir ce qu'on appelle un intervalle de concession et qu'on va préparer ça en amont. Et la préparation, on en parlera sur la thématique numéro 3. Quand je parle de préparation, c'est que j'aime bien identifier trois niveaux
de proposition. Un premier niveau, c'est l'indexation proposée, donc c'est le taux le plus élevé. On va identifier un taux idéal, un taux cible, un objectif à atteindre, et on va se donner une limite dans la négociation. Pourquoi se donner une limite? Parce que si on ne s'en donne pas, bah, on peut se faire emmener très très loin. Donc ces trois points de repère, ce taux proposé, ce taux cible et ce taux limite, on appelle ça pardon, l'intervalle de concession. Voilà. Et ça nécessite une préparation avant d'aller en négociation, surtout sur des clients à fort enjeu. Alors, pour défendre, donner du sens à cet intervalle de concession, argumenter le taux qu'on propose, eh ben, il existe ce qu'on appelle l'égaliseur. L'égaliseur, c'est quoi? Ça répond à une autre dynamique dans la négociation. On part du principe qu'en négociation, il n'y a pas de concession sans contrepartie. Donc l'idée, c'est de pouvoir définir en amont, avant de rencontrer notre client, des concessions et des contreparties qu'on va pouvoir actionner, hein, c'est le principe du curseur, hein, qui nous permettra d'avoir une négociation gagnant-gagnant. Ça, c'est pareil, ça va se préparer en amont, mais je vais vous proposer un outil après pour pouvoir le structurer. Alors, il reste un dernier point hein, sur la partie préparation de la négociation, sur les fondamentaux. C'est ce qu'on appelle la tactique de jeu de négociation. Donc là, on va y intégrer en préparation, on va intégrer le contexte dans lequel on se trouve, parce qu'on va négocier à un moment donné avec une situation marché, avec une situation relation client, avec une situation impact du client dans ce qu'on appelle la pyramide de clientèle. C'est quoi une pyramide de clientèle? Ben, on va identifier un fonds de commerce et on va regarder le top client. Et si dans la négociation, le client qui fait partie de la négociation, de la préparation, c'est le deuxième client qui pèse 40% du chiffre d'affaires, effectivement, on a un risque de ne pas se mettre d'accord avec lui et de perdre cette relation commerciale. Donc, on va y intégrer tout ça. Donc, être conscient des risques, être conscient des enjeux, identifier par rapport à ça les différents leviers qui vont nous permettre de structurer cette négociation. Et pour ça, essentiel, c'est d'avoir un bon niveau de connaissance. On appelle ça la compétence situationnelle. C'est de comprendre ces situations, d'y intégrer tous les paramètres, client, concurrence, matrice relationnelle, technicité, investissement qu'on a pu mener par rapport à ce client-là. Et ça va nous permettre de définir cette fameuse tactique de jeu. Alors, c'est simple, hein, des tactiques de jeu, il n'y en a pas 100, il y en a trois. Je prends l'exemple de la première tactique de jeu. Donc, j'ai mis en évidence deux personnes, bah, moi, le négociateur, le vendeur, et lui, l'acheteur, notre interlocuteur, le client. Et vous avez des flèches hein, avec trois scénarios. Le premier scénario du haut, c'est la flèche est vers le bas pour moi et vers le haut pour lui. Bah, ça veut dire que le risque n'est pas élevé pour moi et le client est sur un risque élevé de ne pas prendre d'accord avec nous. Alors, dans quelle situation on fait une prestation pour le client qui n'a pas ailleurs sur le marché, on est plutôt sur un marché de niche, où là on utilise des moyens, type des moyens décarbonés pour ses tractions entre chez lui et ses clients. Et ben, effectivement, c'est un avantage qu'il n'a peut-être pas ailleurs. Donc, on a cet avantage, on va dire, de positionnement sur le rapport de force. Et là, quand le risque n'est pas élevé pour moi et qu'il est élevé pour lui, on aura potentiellement un accord proche du taux qu'on aura proposé. Là, on est en négociation plus facile, hein. On est quasiment en train de se dire, on est d'accord sur rien si on n'est pas d'accord sur tout, monsieur le client. Ça, c'est la situation idéale. Deuxième situation, bah là, on inverse tout. Risque élevé pour moi, pas élevé pour lui. Vous avez compris que l'accord ne passera pas au même niveau. Il sera plutôt vers la limite, hein. C'est pour ça que j'ai mis cette petite coche vers le taux limite. Par contre, nous, on va favoriser cette négociation. On va montrer qu'on est motivé et on va faire ce qu'on appelle un grand pas vers lui pour lui montrer qu'on a envie de trouver un accord entre ce qu'on propose et ce qu'il propose. On est prêt à faire un grand pas, une grande concession, mais qu'on n'ira pas sur un taux à zéro, on y continue, qu'on n'ira pas sur une baisse tarifaire et que derrière chaque petit pas, comme vous le voyez sur l'image, il y a ce qu'on appelle des leviers de négociation. Et enfin, risque partagé. On est sur des relations clients, souvent historiques. Ça se passe bien. La relation est bonne. euh, on se connaît bien. On s'entend bien. On se respecte bien. Et normalement, on doit pouvoir avoir une négociation équilibrée avec un accord à la cible. Et donc ça, c'est effectivement de fait la théorie. Sauf qu'on peut constater que par rapport à ça,
Nous mettons en évidence que on va dire, cette situation-là concerne des clients historiques réguliers et qu'on a une telle relation avec eux que parfois, on a moins ce muscle d'aller à la négociation et qu'on pourrait ne pas en profiter. Donc ça, c'est un petit point de détail, c'est une mise en garde, parce que normalement, dans un fonds de commerce constitué, on a pour l'essentiel de nos clients cette relation-là. Et ça veut dire que la négociation concerne normalement une situation qui est à notre avantage, qui est plus facile. Voilà, c'est un point de détail que je mets en évidence parce que c'est pas neutre. Donc du coup, petit focus, un rappel, on a parlé de la structure du coût hors gazole. Je mets juste en évidence que normalement, vous appliquez hein, des pieds de facture dans vos confirmations de, de transport et dans vos accords tarifaires. Et c'est l'article 32-21 alinéa 1 hein, qui nous amène, qui nous permet effectivement de couvrir l'évolution des charges effectives de carburant sur le prix facturé. Je passe assez rapidement cette slide, c'est un petit rappel. Pour finir sur le troisième point de repère, alors le troisième point de repère, c'est la préparation. Donc, je vous ai montré le schéma dans lequel on va s'installer. Et pour faciliter tout ça, pour rendre des choses concrètes, voilà, j'ai mis en évidence un petit tableau qui reprend des éléments qui vont nous permettre de faciliter cette préparation. Pourquoi la préparation? On part du principe que 80% de la réussite dépendra de notre capacité à bien se préparer. On ne se prépare jamais pendant, on se prépare toujours avant. Hein, c'est de l'anticipation, d'objection. On est prêt. Et pour ça, bah là, donc j'ai mis en évidence un petit tableau. Vous y mettez les clients que vous souhaitez. Moi, j'ai mis en évidence les principaux clients du top de votre portefeuille. Et ce qu'il faut retenir, c'est préparer des éléments factuels. Tiens, le budget qu'on avait avec lui en 2023 et le chiffre d'affaires qu'on a réalisé avec le client, le budget qu'on a réalisé et qu'on a engagé en 2024, si budget il y a, et ça nous permettra de voir le risque et l'enjeu, combien pèse ce client dans le portefeuille pour l'année qui arrive. Et tiens, pour rappel, les taux acceptés en 2022, est-ce que ça s'est bien passé? On a demandé combien, on a eu combien? Les taux acceptés en 2023, pareil. Et que parfois on constate que on va avec une volonté de revaloriser de X%, mais les X% de 23 et les X% de 22, on ne les a pas eus. Donc en fin de compte, c'est 3 fois X. Je prends l'exemple de 4, hein, c'est 4 en 2022 qu'on n'a pas eu, 4 en 23 qu'on n'a pas eu, et on y va avec 4. Bah, notre écart, pour démarrer la discussion, elle n'est pas de 4, monsieur le client, elle est de 12 en fin de compte. Et il faut avoir cette capacité à lui rappeler, prise de conscience, que ça ferait, si jamais on ne prend pas d'accord cette année, ça fera 3 ans et que ça ne peut pas durer. Parce que nous, depuis 3 ans, fort de ce que je vous ai montré tout à l'heure, nos coûts ont continué d'évoluer, de progresser. Le DSO, alors le DSO, c'est quoi? Bah, la qualité de règlement, ces fameuses balances âgées, comment le client paye les factures qu'on lui transmet. Est-ce qu'il est à 30 jours, 40 jours, 50 jours, 60 jours? Ça va impacter la discussion. Les taux litiges par rapport au chiffre d'affaires. Le taux litige marchandise, hein, bien évidemment, sur ce qu'on transporte pour lui. L'indexation carburant, petit rappel sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure. On est comment? Parce que même s'il y a une règle, bah, ça dépendra aussi de l'accord qu'on a pu prendre. Et si l'indexation carburant, en plus de ne pas avoir une bonne base tarifaire, elle n'est pas notre avantage, bah, à un moment donné, il faut le mettre en évidence. Et puis après, tout ce qui est partie investissement, pour accompagner le client dans ses démarches RSE. Et on en fait beaucoup et on a tendance même parfois à pas toujours en tenir compte dans notre grille tarifaire, dans notre politique tarifaire, pardon. Et bien évidemment, comme je vous le montrais, la notion de risque. Alors de 1 à 5, on va l'évaluer, on va la jauger. Quel est le risque que j'ai? 5 étant un risque important, 1 un risque faible. Et l'enjeu, alors l'enjeu c'est pareil. Est-ce que c'est un client à enjeu, par exemple? On travaille pour lui ses flux sur l'Europe du Nord. On sait qu'il a des flux importants sur l'Europe du Sud, confiés à la concurrence. Bah, peut-être qu'on pourra l'intégrer dans la discussion et qu'on aura tout intérêt à peut-être faire un effort sur notre volonté de revaloriser, si et seulement si, dans l'hypothèse où il ouvre le marché sur l'Europe du Sud. Ce qui nous permet de travailler trois taux, un taux proposé, un taux cible, un taux limite, hein, ce qu'on appelait tout à l'heure l'intervalle de concession. Et bien évidemment, comme je vous l'ai montré, hein, ce fameux égaliseur avec les curseurs, on va essayer de pouvoir défendre notre démarche, en plus de l'argumentation camion hein, sur la structure de coût, mais il peut y avoir d'autres éléments, le volume, des efforts d'exploitation,
qu'on fait pour lui ou qu'il fera pour nous, hein, qui va nous permettre de mettre en évidence des concessions et de contreparties. Attention à ces notions de concession, contrepartie. En contrepartie d'un taux sur lequel on va faire un effort de 5, on va le ramener à 2 parce que le client il va faire une concession ou nous donner une contrepartie. Faut-il encore que la contrepartie soit du niveau au moins de notre effort? C'est-à-dire qu'on ne va pas concéder quelque chose qui va lui coûter plus cher sur un taux, sur un effort tarifaire. Alors, pour continuer ce webinaire, il y a un dernier élément que je voulais mettre en évidence, ça concerne des nouvelles objections. Alors, une objection, c'est quoi? Une objection, c'est un frein qui va nous empêcher de trouver un accord. Et on entend depuis pas mal de temps déjà, depuis 2, 3 ans, et ça s'est accéléré cette année d'ailleurs sur les efforts de revalorisation. On entend le client, le chargeur, nous challenger, nous titiller, nous embêter, nous questionner sur notre capacité à bien gérer nos affaires, à faire du contrôle de gestion, à gérer au quotidien parce qu'il pourrait nous reprocher, et je l'ai entendu, qu'on va chercher une revalorisation en contrepartie d'écart de rentabilité, parce que ben, peut-être qu'on ne gère pas assez bien nos affaires. Et ça, quand on entend ça, bien évidemment, c'est rageant. Donc, ce que je vous propose, c'est de préparer également, par anticipation, d'y aller. Alors, nous, on ne va pas lui montrer notre contrôle de gestion, hein, notre compte d'exploitation, hein, c'est nos affaires. Par contre, si on est challengé sur des sujets, comment vous mesurez la qualité, comment vous gérez votre casse véhicule, vos casse produits marchandises, c'est quoi vos plans d'action, comment vous mesurez votre exploitation en termes de KPI, en termes de rentabilité, chiffre d'affaires par jour, consommation de carburant, comment vous gérez l'environnement RH, taux d'intérim, les heures conducteurs, l'absentéisme, et ainsi de suite. Est-ce que vous formez vos conducteurs sur l'éco-conduite? Quel est le taux de couverture de formation sur ce sujet-là? Tout plein d'éléments qui vont nous permettre de montrer qu'à un moment donné, ben oui, on gère nos affaires et que malgré la gestion de ces affaires, on reste sur des évolutions de coûts qui nous amènent à avoir ce discours de réajustement tarifaire cette année, une nouvelle fois. Voilà ce que je voulais vous présenter sur ce webinaire en espérant avoir réussi à structurer la démarche qui n'est pas simple. Donc, s'il y a bien un message clé à mettre en évidence, à rappeler, c'est la préparation, la préparation, la préparation. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.